Entre 1921 et 1929, les États-Unis donnent l'image d'une population vivant dans la meilleure société possible, malgré la prohibition et le développement du gangstérisme. Jamais la croissance industrielle de la principale puissance économique n'a été aussi forte, insolente presque. Quel contraste avec la décennie précédente marquée par la Grande Guerre. Les autorités politiques et financières martèlent le même discours sur la confiance, la prospérité durable, le bien-être. Vers la fin de la décennie, le boom économique tourne à l'euphorie générale. Les années folles, c'est aussi le temps de la première élection de Miss Amérique, l'année des premiers Oscars du cinéma, des premières comédies musicales. Tout cela sur fond de jazz. Dire de la période qui a précédé la Grande Dépression que c'était les années du jazz et de la prospérité, les années folles, c'est déformer la réalité. Tous les Américains n'ont pas bénéficié de ces années de prospérité. Les plus riches en ont profité, mais la grande majorité des Américains connaissaient de réelles difficultés économiques. On a atteint un nouveau palier de richesse. D'un seul coup, la plupart des familles possédaient une voiture, alors que 10 ans auparavant, cela aurait été inimaginable. On pouvait s'offrir une machine à laver électrique, un réfrigérateur, un tourne-disque. Le cinéma s'est mis à parler en 1927. C'était une ère nouvelle. Certains sentaient que tout cela pouvait n'être que temporaire, mais la plupart des Américains restaient persuadés que même s'il y avait un léger recul, ils vivaient une époque formidable. C'est dans les années 20 que l'automobile devient le centre de la culture américaine. Même les ouvriers ont la possibilité de s'acheter une voiture. Ça, c'est quelque chose d'impensable en Europe. En Europe, jamais un simple salarié n'avait une voiture dans les années 30. Il n'y avait que les patrons, des gens très très riches, etc. Donc les États-Unis ont accès à une certaine frange de la consommation de masse et ils ont effectivement commencé à développer le crédit. Acheter à crédit devient quelque chose de naturel. S'endetter pour s'offrir une voiture, comme la Ford Model T, devient un véritable phénomène de mode. En 1919, il y avait aux États-Unis 6 millions d'automobiles. 10 ans plus tard, 27 millions. Une pour 5 Américains. La société de consommation explose aux États-Unis. Les crédits et les prêts immobiliers s'envolent. On voit apparaître la mode androgyne, l'alcool de contrebande, le jazz. Cette période correspond également à l'âge d'or de Wall Street qui passionne les gens. En plus des vrais professionnels, beaucoup d'Américains de conditions modestes se mettent à placer leurs espoirs et leur argent en bourse. Ils espèrent s'enrichir rapidement et sans risque. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que Wall Street est associé au jeu, à la libération sexuelle, à l'alcool, bref, à tous les plaisirs que l'on s'autorise enfin. Wall Street participe largement à cette nouvelle façon de vivre dans les années 20. Les Américains se jettent à corps perdu dans le boursicotage. En 5 ans, les cours de la bourse ont été multipliés par 4. L'indice Dow Jones est passé de 100 à près de 400. Une hausse qui paraît incompréhensible, démesurée au regard de l'économie réelle. Ébloui, fasciné par l'éclat de l'argent et par la facilité avec laquelle le New York Stock Exchange, Wall Street pour les initiés, le fait fructifier, les Américains retournent leur poche. En 1929, 2 milliards de dollars sont investis sur le marché. Tout le monde s'est mis à acheter des actions. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, la bourse s'est retrouvée au cœur de la culture américaine. La prospérité était si forte, si constante depuis des années, que tous ceux qui n'avaient jamais pensé à essayer de s'enrichir, qui n'avaient jamais envisagé de jouer à la bourse, commençaient maintenant à le faire. La bourse devenait le sujet de tous les ménages. Tout le monde pensait que c'était un nouvel Eldorado et les ménages
investissaient leurs économies dans la bourse comme un casino. Les Américains ont toujours essayé de devenir riches le plus vite possible, mais dans les années 20, ça paraissait plus facile que jamais. Et la bourse était la meilleure façon de le faire. C'était une nouvelle façon de s'enrichir. Vous achetiez une action $20 sans avoir la moindre notion de ce qu'était la bourse. Et le lendemain, elle en valait 23, et le jour suivant, 27. Tout ça sans lever le petit doigt. Les gens se disaient « Mon Dieu, c'est si simple de faire fortune. Pourquoi faire autre chose ?» Et on en est arrivé à un point où la bourse est pratiquement devenue une sorte de drogue. En Europe, le marché boursier était réservé à une élite aristocratique, et seuls les riches achetaient des actions. En Amérique, la bourse se démocratisait. C'étaient des gens simples, des ouvriers, des salariés, des cireurs de chaussures, des femmes au foyer, des gens comme vous et moi. Le phénomène est extraordinairement nouveau et leur fait tourner la tête. C'est une époque où les chauffeurs de maître conduisaient en ayant la tête légèrement penchée en arrière pour écouter leur patron discuter des nouvelles imminentes d'un rachat de telle entreprise par telle autre. Donc il y a une vraie euphorie collective. Les gens auraient été fous de ne pas participer. Il suffisait de se baisser pour ramasser de l'argent. On ne pouvait que suivre le troupeau. John Raskob, le patron de General Motors, assurait à tout le monde que l'économie des années 20 était stable et resterait prospère. Il a écrit un article paru dans le magazine Ladies Home, dans lequel il disait « Tout le monde a le droit d'être riche ». Et il expliquait comment faire. Cet article est paru un an avant le krach boursier de 1929. John Raskob écrivait « Avec seulement $15 par mois bien placés à la bourse, je vous garantis un gain de $80 000 en un an ou deux. » La presse économique le salue comme un visionnaire. À Wall Street, c'est la ruée vers l'or. Des millions de gens voulaient être dans le feu de l'action et placer leur argent en bourse. Dans n'importe quel endroit du pays, on pouvait trouver des bureaux équipés de téléscripteurs qui donnaient les cours de Wall Street. Il y avait des téléscripteurs dans les salons de coiffure, dans les trains, les bars, les paquebots. Pour la première fois, spéculer en bourse faisait partie de la vie de tous les jours. Des agences de courtiers ouvraient des bureaux dans les villages et les petites villes aux quatre coins des États-Unis. Elles étaient toutes reliées par câble au quartier général de Wall Street. On encourageait même les passants à participer. La bourse était devenue une sorte de sport national auquel tout le monde jouait. Ce n'était pas la classe populaire qui achetait des actions, mais la classe moyenne. À cette époque, et ça a été la source de tous les problèmes, les banques se sont mises à prêter de l'argent, à accorder des petites sommes à leurs clients sans demander de garantie. C'était une première, ça n'était jamais arrivé. Un Américain sur 3 confie ses économies aux prestidigitateurs de Wall Street. D'autant plus qu'il n'est même pas nécessaire d'avoir les capitaux disponibles. Les agents de change font crédit aux particuliers. Les banques avancent l'argent frais et font travailler leurs capitaux. Les courtiers empochent de confortables commissions. Et tout le monde fait fortune. On achète aujourd'hui pour vendre demain. Et avant que l'on vous réclame l'argent emprunté, vous avez déjà revendu. Les sociétés d'investissement prolifèrent et prospèrent. On en crée une par jour. Les gens spéculaient en empruntant de l'argent. Il suffisait d'avancer une petite somme pour acheter des actions. 10%, 20%, ou parfois même moins. Le crédit était disponible, les gens étaient confiants, peut-être même un peu trop confiants, escomptant que ces spéculations seraient rentables. Ils ont donc pris d'énormes risques en investissant dans le marché. Tant que le prix de l'action montait, la somme avancée en garantie était couverte. C'était un jeu d'enfant. Vous doubliez votre mise de départ. Mais quand les prix ont commencé à chuter,
il a fallu rembourser la différence entre le montant emprunté et le prix actuel de l'action, et en liquide. Le nouveau président des États-Unis, Herbert Hoover, a fait toute sa campagne sur un même thème. La prospérité est au coin de la rue. On en a même fait une chanson. Comme lui, les meilleurs économistes considèrent que la hausse de la bourse est parfaitement justifiée par la stabilité générale des prix et les perspectives favorables de l'économie américaine. Le président Hoover avait l'occasion rêvée de dire, lors de son discours d'investiture, que le cours des actions était trop élevé et qu'il fallait réagir. Mais quand un dirigeant politique fait ce genre de déclaration et que le marché s'écroule, on le tient pour responsable. C'est pour ça qu'il n'a rien dit. The election has again confirmed the determination of the American people, and opportunity must be given for the expression of popular will, and we should keep it so. Dès que Hoover a dit cela, le marché est remonté au cours des mois de juin, juillet et août 1929, alors que d'habitude, la bourse tourne au ralenti parce que beaucoup de gens sont en vacances. Et brusquement, le marché est devenu fou. Les leaders politiques et les milieux financiers ont fêté cette euphorie et cette spéculation à haut risque. Le président Herbert Hoover et les principaux banquiers du pays aussi. Les gens étaient encouragés dans cette confiance aveugle par les hommes les plus prudents et les plus sages. L'élite financière déclarait que tout allait pour le mieux. Il n'y avait aucune raison de penser que ça s'arrêterait un jour de monter. Les gens en étaient convaincus, même les économistes les plus renommés. Cela fait monter les prix à un niveau démesuré. Mais malgré ces niveaux délirants, comme dans tous les booms spéculatifs, les gens s'entêtaient à dire que le marché financier était stable, que ces prix élevés étaient justifiés. Edward Prescott, un économiste américain, lauréat du prix Nobel, affirmait que le marché n'était pas exagérément élevé en 1929. Les meilleurs experts spécialistes des fluctuations de la bourse disaient « Ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera jamais. Diversifiez vos placements. Si ça baisse d'un côté, ça montera de l'autre. » C'était absurde. En 1929, le marché financier était en plein essor. La bourse montait, mais elle a commencé à briser ses amarres. Au lieu d'être basée sur la valeur réelle des entreprises, c'est devenu un marché spéculatif dans lequel les gens achetaient et vendaient des actions, pensant qu'en achetant maintenant, ils pourraient les revendre plus tard pour un prix plus élevé. Les poules d'investisseurs se livraient à de véritables conspirations d'initiés. Les grandes banques d'investissement, et parfois même des hommes politiques, s'alliaient pour acheter d'énormes quantités d'actions, faisant ainsi flamber les prix, puis les revendaient rapidement et discrètement afin de réaliser des profits. Pendant ce temps, les particuliers qui avaient acheté ces mêmes actions, encouragés par la montée des prix, se retrouvaient avec de grosses pertes sur les bras. Ce processus-là, il y a un moment où il se déconnecte de l'économie réelle. Et évidemment, on pourrait dire, attention, c'est déconnecté, ça va péter. Oui, mais c'est de l'intérêt de personne de dire ça. C'est-à-dire que les gens continuent. Et les plus rationnels ici sont ceux qui se disent, je vais profiter de la montée des cours jusqu'à ce que ça s'inverse le plus tard possible, en quelque sorte. On pouvait gagner encore plus en prenant encore plus de risques. Mais prendre plus de risques entraîne une augmentation du prix des actions et donc vous pousse à emprunter de grosses sommes. Tout cela a engendré une structure qui, une fois fissurée, s'est totalement effondrée. Le prix supposé des actions avait quadruplé et était passé de 100 à 400 points sur une période de 10 ans. C'était complètement fou. Qui pouvait faire confiance à un marché financier qui réalise un tel bond? Certains ont compris que la croissance économique était basée sur de faux prémices et ont averti qu'un problème ne manquerait pas de survenir. Quelques banquiers d'investissement de Wall Street, une poignée, disaient que l'économie, que le marché lui-même avait dépassé ses limites
que la spéculation à crédit était dangereuse et que les cours du marché financier étaient exagérément élevés. Certains ont pointé du doigt les dangers de ce système, mais très peu, et parmi eux, le statisticien Roger Babson, mais on les a complètement ignorés. Roger Babson déclarait fin septembre, un mois avant l'effondrement, « Un krach va se produire, et il sera terrible, colossal. La bourse va s'effondrer, et il va y avoir un sauve-qui-peut général qui va dépasser tout ce que l'on a vu jusqu'à présent. » Plus le marché montait, plus le nombre de gens refusant de croire ceux qui s'alarmaient augmentait. Parce que s'ils avaient pris leur mise en garde trop au sérieux, ils auraient revendu leurs actions et le marché se serait effondré. Avant que le marché ne s'effondre, il y avait eu des signes qui montraient que la santé de l'économie était mauvaise. Mais les signes de récession économique ne peuvent pas être pris en considération. Il y a parfois des creux, puis l'économie repart. Les signes de surspéculation étaient évidents. Le prix des actions avait considérablement augmenté, ce qui ne peut se justifier sur un plan historique. Les gens empruntaient de l'argent aux fonds d'investissement qui, eux, empruntaient à leur tour de grosses sommes pour les investir en bourse. De leur côté, les particuliers pouvaient acheter des actions sans être couverts, sans garantie. Il y a eu plusieurs signes qui montraient qu'une catastrophe allait arriver. La bourse a commencé à vaciller en septembre et début octobre, elle s'est mise à chuter. Puis vers la 3e semaine d'octobre, elle a commencé à s'écrouler. Et ça, c'est en principe le signe que la bulle est sur le point d'éclater. Et en effet, elle a explosé en octobre 1929. Le krach de 1929 a été comme un formidable ouragan où tous les éléments se rejoignent au mauvais moment et au mauvais endroit. Et le jeudi 24 octobre, jeudi noir ou Black Thursday, la démence collective fait son apparition. En quelques heures, 13 millions de titres sont brusquement jetés sur le marché par des actionnaires affolés qui ne savent même plus à quel prix ils ont cédé leurs actions. Après 3 années d'intenses spéculations, Wall Street craque. Et personne n'est en mesure de décider la fermeture de la bourse puisque son président est en vacances à Hawaï. La bulle spéculative éclate, provoquant une panique financière. Par un effet de domino, c'est l'ensemble de la bourse qui s'effondre. Les pertes cumulées représentent 30 milliards de dollars, 10 fois le budget de l'État fédéral américain et plus que ce que les États-Unis avaient dépensé pendant toute la Première Guerre mondiale. En 6 jours, les cours moyens vont baisser de 50% et ne cesseront de tomber. Et, fait encore plus inusité, la chute de la bourse va continuer en cascade. Le krach était inévitable, ce n'était qu'une question de temps, mais c'était inévitable. Et les gens ont découvert qu'ils avaient cru, à tort, que les cours ne pouvaient pas chuter. Et c'était faux. Toute leur vie était basée sur une seule certitude. La bourse ne pouvait que monter. Mais s'ils s'étaient un peu intéressés à l'histoire, ils auraient su que c'était une idée stupide. Tout le monde sait que les prix montent et descendent. Les gens avaient vidé leurs poches et tout placé sur le marché, en pensant que, puisque ça rapportait tellement, autant mettre un peu plus d'argent et montrer qu'on était le plus malin. Mais quand le marché s'est effondré, il n'était plus possible de récupérer ces fonds. D'un seul coup, ils ont compris que le mécanisme auquel ils avaient toujours cru était complètement faux. Et en réalisant qu'ils s'étaient trompés, ils ont été pris de panique. Et en regardant autour d'eux, ils ont vu que leurs voisins paniquaient eux aussi.
À l'intérieur de Wall Street, les courtiers étaient devenus fous, ils s'arrachaient les cheveux, incapables de suivre la descente en flèche des cours de la bourse. Beaucoup de gens ont perdu énormément d'argent parce que les ventes des actions ne pouvaient pas être faites à temps. Le marché était saturé et la capacité à effectuer ces transactions n'était plus possible. Les câbles de transmission avaient brûlé. Le téléscripteur qui enregistre les ventes ne pouvait plus suivre le rythme et s'est laissé distancer de plusieurs heures. Ce qui veut dire que s'il est 14 heures et que vous n'avez plus aucune information depuis 10h30, vous êtes dans de sales draps, parce que vous ne savez rien de ce qui a bien pu se passer. Et pendant que la bourse s'effondrait, ceux qui n'avaient pas réagi rapidement se sont dit « J'ai dû faire une erreur, j'aurais dû vendre plus tôt ». Et le processus s'est accéléré, leur laissant l'impression d'une chute libre. Qu'est-ce qui a tout précipité? Personne n'a la réponse. Personne ne sait ce qui a provoqué le mardi noir ou le jeudi noir. Et pourquoi ce jour-là en particulier? Cette vieille histoire-là, tout le monde savait que ça allait arriver, mais personne n'a prévu l'ampleur que ça allait prendre. Il y avait quelque chose de fondamentalement anormal, défectueux, et pas seulement avec la bourse et les actions surévaluées. Le problème devenait évident. Cette prospérité qui avait tant fasciné les gens pendant 10 ans n'était en réalité qu'une illusion. La panique qui a suivi était une façon de reconnaître cette réalité. Elle était fondée sur quelque chose de tangible. Ce n'était pas de l'hystérie pure. À l'intérieur de la bourse, c'est comme une gare au moment des grands départs, écrit le Wall Street Journal. Un Niagara de liquidation. Hommes et femmes se bousculent pour essayer de comprendre ce qui se passe. Perdus devant ces chiffres et ces lettres incompréhensibles pour un profane, mais qui signifient la ruine. Sur le sol, des ordres de bourse froissés par milliers, comme des douilles de balles sur un champ de bataille, selon le New York Times. L'effondrement de la bourse est censé avoir provoqué toute une vague de suicides à Wall Street. C'est même devenu un sujet de plaisanterie. On a vu des dessins humoristiques où des banquiers de Wall Street sautaient par les fenêtres. C'est une légende très exagérée. Les rumeurs les plus folles circulent. 11 spéculateurs se seraient déjà suicidés à New York. On raconte que le directeur du Ritz exige des clients qu'ils règlent l'hôtel à l'avance en précisant « Vous voulez une chambre pour dormir ou pour sauter par la fenêtre ?» Il y a bien eu quelques suicides, mais pas tant que ça. Un des suicides les plus médiatisés a été celui dont Winston Churchill a été témoin. Il était en visite à New York et s'est rendu à Wall Street ce jour-là. Il avait été frappé non par la panique à l'intérieur de la bourse, mais par l'air effaré des courtiers qui erraient comme des somnambules, dans un état semi-comateux. Et quand il est retourné à son hôtel, quelqu'un s'est jeté par la fenêtre, du même hôtel. C'était un courtier, justement, qui était ruiné. C'est l'archétype des histoires qu'on raconte quand un mythe se propage. Le premier soir où les cours vraiment se sont effondrés, les opérateurs sont sortis dans la rue. Une sorte d'angoisse collective, évidemment. Et puis alors, ils ont levé la tête, là, à Wall Street, et puis au sommet d'un des buildings, ils ont vu un type qui était en l'air. Et la foule s'est dit, il va sauter. Ce type, c'était un plombier. Il était en train de remettre une gouttière. Évidemment, il n'est pas tombé. Mais la foule attendait ça. Tout le monde a un petit peu envie de voir des spéculateurs se suicider. On en a envie, s'en sont mis plein les poches. On peut quand même rêver qu'il y ait quelques suicides bien spectaculaires. On peut penser à ça. Herbert Hoover, qui a refusé le fameux jeudi noir de se rendre à Wall Street, prend le thé avec Marie Curie en visite à la Maison-Blanche. Il lui rappelle qu'il a été ministre du Commerce avant d'être élu président et que l'Amérique, sûre d'elle-même, va connaître une prospérité éternelle. Au même moment, devant la bourse désertée, des hommes d'affaires ruinés essaient de vendre leur voiture de luxe pour une bouchée de pain. La réaction officielle au krach boursier
a été un mélange de choc et d'incrédulité. Les dirigeants se sont dit, si on rassure les gens en leur racontant que tout va s'arranger, le marché va immédiatement remonter. John Rockefeller est allé acheter des actions devant les caméras pour montrer qu'il avait confiance en la solidité de l'économie. John Rockefeller, l'homme le plus riche du monde, a vu fondre son patrimoine de 80%. In the 93 years of my life, depressions have come and gone. Prosperity has always returned and will again. Il a essayé de rassurer tout le monde en disant que ce n'était qu'une baisse temporaire. Il a même repris des centaines d'actions pour montrer qu'il croyait toujours en la solidité du marché. Mais ça n'a servi à rien. Herbert Hoover, le président des États-Unis, a déclaré que la base même de l'économie était saine, qu'il n'y avait pas lieu de paniquer ni d'avoir peur. Mais tout le monde paniquait. Et la panique est irréversible. C'est extraordinaire. Elle a même son propre son. 10 000 personnes se sont rassemblées devant la bourse de New York. Toute la ville était terrifiée. On a fait venir les policiers, juchés sur leurs chevaux, imaginant qu'il allait y avoir une révolution, comme pendant la prise de la Bastille. Ça allait être la prise de la bourse. Et la foule n'a plus bougé et fait le siège de Wall Street pendant des semaines. Un murmure sourd montait de cette foule, comme un léger rugissement. C'était le son de la panique, le son de l'anxiété. Après l'effondrement de la bourse, Herbert Hoover a perdu toute crédibilité aux yeux des Américains. Il n'agissait pas, il ne faisait que de fausses promesses, qui se sont toutes avérées mensongères. Il n'a pas saisi l'ampleur de la crise quand elle s'est produite. Il a essayé de dire que ce n'était pas si grave, qu'on s'en sortirait, que ce n'était que temporaire. Ses déclarations sur la prospérité qui nous attendait au coin de la rue avaient été une tentative pour relancer le marché. Quel président aurait pu dire « Nous sommes à la veille d'un désastre ». Mais comme ce n'était que de fausses promesses, quand la réalité s'est avérée être différente de ce qu'il promettait, Hoover a vite été discrédité. Le Congrès et le président auraient pu se présenter sur les marches du Capitole et déclarer « Nous nous rendons compte que notre action a été destructrice ». Mais ils ne l'ont pas fait. Le président ne s'est pas excusé d'avoir causé le krach. Il n'a exprimé aucun regret et a continué à mener la même politique. Il avait été extrêmement surpris de voir ce qui se passait, lui qui avait toujours cru que la bourse allait remonter. La Réserve fédérale soutenait que l'effondrement de la bourse était sans importance, un faux événement, qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter et que rien ne laissait prévoir le moindre affaissement de l'économie. Quelle erreur de jugement. Le krach ne s'est pas produit en un jour. Il a duré une semaine. Et la chute a continué pendant au moins 3 semaines, de la fin octobre à la mi-novembre. Puis le marché a commencé à remonter un peu. Et en hiver, il avait récupéré près du tiers de ce qui avait été perdu. On pouvait penser qu'on était enfin sur la bonne voie. Tout le monde ne regardait plus l'état du marché, mais l'économie et ce qui allait arriver. On a du mal à croire qu'un événement déclencheur comme la baisse de la bourse, qui perd tout de même presque 50% de sa valeur en quelques mois, ça ait déclenché une telle apocalypse. Les pertes de ce fameux jeudi noir représentaient 24 ou 25%. Mais à partir de ce premier jour jusqu'au moment le plus bas qu'a connu la bourse, la chute a été de 80%. En fait, Wall Street a déjà commencé sa longue et interminable descente aux enfers. Et toute l'activité économique américaine va suivre sa pente dans le sens de la descente
avant d'atteindre le fond de l'abîme. Il y a eu un effet boule de neige après 1929. De plus en plus de banques ont fait faillite. Si vous aviez déposé votre argent dans une de ces banques, vous aviez tout perdu. Donc il y a eu une ruée sur les banques. Et là, vous êtes face à une crise financière. L'opinion américaine est choquée par l'effondrement de ce qui fut naguère le bastion indestructible du capitalisme triomphant, la banque. Les gens étaient désespérés et le système bancaire s'est effondré. Il y avait une vraie crise des liquidités et plus aucun crédit disponible pour relancer l'économie. Une des polémiques de 1929, c'est d'essayer de savoir quel a été le rôle de la Banque centrale. Est-ce qu'elle aurait pu inverser le processus en donnant plus d'argent au système bancaire? La disparition totale de confiance en l'économie signifie qu'aucun crédit n'est plus disponible. C'est donc cette période de chute, de déclin de l'activité économique qui a finalement conduit à une crise financière et bien sûr déclenché cette spirale descendante de l'économie. D'un seul coup, la totalité des banques ne peut plus prêter d'argent. Les gens ne peuvent plus acheter de maisons. C'est un cercle vicieux. La récession fonctionne comme ça. Les sociétés licencient leurs employés parce qu'ils ne peuvent plus payer leurs salaires. Ils ne peuvent plus emprunter pour faire tourner leurs usines. Les entreprises mettent la clé sous la porte. Les gens sont au chômage. Ils arrêtent de dépenser, de consommer. Ils dépensent moins d'argent. Les sociétés cessent de faire des profits. Et ce cercle vicieux entraîne l'économie dans une descente sans fin, vers une spirale mortelle. Mais tout ceci se fait lentement. La bourse peut s'effondrer en quelques jours. L'économie, elle, sombre très lentement. Quand l'économie s'est écroulée, il n'y avait plus d'argent pour relancer le pouvoir d'achat, pour l'aider à redémarrer. Et les gens ont commencé à perdre leur emploi. Puis ils ont perdu le moral. Et quand le moral est au plus bas, il est difficile de revenir en arrière. Et cette crise, qui avait commencé comme une crise bancaire, est devenue une véritable crise économique. L'enchaînement qui se met en place, c'est inquiets par l'effondrement de la bourse, les ménages suspendent un certain nombre d'achats de biens durables, et notamment d'automobiles, qui chutent brutalement en 1930. Les gens, tout d'un coup, perdent confiance. Alors, la consommation, l'investissement, les stocks s'effondrent. Les gens arrêtent pendant un an, purement et simplement, d'acheter des automobiles. À ce moment-là, ce secteur doit licencier. Et les ouvriers de l'automobile qui sont licenciés, à leur tour, cessent de consommer. En cessant de consommer, ils propagent la crise à d'autres secteurs qui, à leur tour, licencient. Et en licenciant, on a un effondrement de la demande solvable. Plus personne n'est plus en mesure de consommer quoi que ce soit. Les gens ont arrêté d'acheter. Ils ont commencé à s'inquiéter pour leur avenir, alors qu'avant, le futur leur paraissait prometteur. Le marché était en hausse, ils avaient de l'argent. Mais dès que la bourse s'est effondrée, les défauts du système sont remontés à la surface, comme par exemple le marché de l'immobilier. Dans les années 29, l'immobilier va jouer un rôle très important. Dans certaines villes, c'est 60% des ménages américains qui vont faire défaut sur leur emprunt. Quiconque est endetté au cours de cette époque ne peut plus payer, même s'il travaille. Tout d'un coup, les gens ne sont plus capables de supporter le poids de leurs dettes, font faillite, et du coup doivent à la fois arrêter de consommer et en même temps mettre en péril les établissements financiers qui sont intermédiaires, qui portent leurs dettes auprès des créanciers. Et dès que le prix de l'immobilier a cessé de monter, tout le château de cartes s'est écroulé. Les ménages ont perdu sur deux fronts. Ils ont perdu parce que la valeur de l'immobilier s'est effondrée, et puis parce que la bourse s'est effondrée. Donc cette chute générale des prix va se conjuguer à la chute générale de l'activité pour rendre difficile, pour mettre en insolvabilité tous les emprunteurs. Comme les entreprises étaient en faillite, elles ne pouvaient plus rembourser leurs crédits, sauf si elles continuaient à emprunter encore plus. Mais ce processus était arrivé à son terme. Et pour les ménages américains, ça signifie que tout d'un coup, ils se sont retrouvés pauvres. Mais c'est un choc psychologique absolument considérable. Les ménages américains qui pensaient qu'ils pouvaient se dispenser d'épargner pour préparer leurs vieux jours, parce que la bourse silencieusement
leur préparait leur retraite, cette idée s'est effondrée. Ils pensaient avoir enfin réussi dans la vie et brusquement, ils voyaient leurs rêves s'écrouler d'un seul coup avec la chute de la bourse. Qui est touché par la dépression? Les pauvres ont toujours été pauvres. Ça n'avait rien de nouveau. C'était juste un peu plus dur. Les riches, s'ils avaient 20 millions de dollars et qu'ils en avaient perdu 10 ou 12, il leur en restait quand même 8 millions pour vivre. Non, c'est la classe moyenne qui a été la plus touchée. Ceux qui découvraient une nouvelle façon de vivre, la société de consommation, ceux qui venaient d'acheter une voiture, des vêtements, une maison, et tout cela leur était retiré. Saisi, un à un. Et donc, l'économie a continué sa descente vertigineuse, de plus en plus bas, quoi qu'Hoover soit prêt à faire, c'est-à-dire pas grand-chose en réalité. C'est la politique préconisée par Hoover qui a rendu la Grande Dépression aussi dure. Il refusait de donner ce coup de fouet dont le pays avait besoin. Il ne comprenait pas la profondeur du problème et n'appliquait pas les mesures appropriées. Pour restaurer la confiance des milieux financiers, Hoover a décidé de rapatrier d'urgence aux États-Unis tous les capitaux prêtés à l'Allemagne. Une mesure dévastatrice et une erreur monumentale. L'Allemagne, qui sort à peine de la guerre, va être frappée de plein fouet par le retrait des capitaux américains. Cela a eu pour effet de couper net le flot de capitaux qui, dans les années 20, avait permis à l'Europe de connaître un boom économique. La Première Guerre mondiale était encore dans tous les esprits en 1929. Il y avait toujours énormément de rancœur. Et la crise a donné à Hoover et son administration l'occasion de se venger. Il n'y avait aucune raison de rapatrier cet argent. Les propriétaires américains ont rapatrié leurs capitaux, ce qui a asséché des banques, qui a asséché l'économie allemande, etc. Et donc il y a eu un jeu avec les capitaux américains très déstabilisateur. Donc autrement dit, c'est une strangulation progressive qui était programmée. Je ne crois pas qu'ils étaient conscients de ce que cela allait provoquer. L'histoire du monde a basculé à ce moment-là. C'est pas parce qu'aux États-Unis, on a connu pendant 2 ou 3 ans un taux de chômage à 25%. C'est pas ça. Ce qui fait qu'on reste traumatisé par la crise de 29, c'est parce qu'elle a traversé l'Atlantique et que le premier pays européen qui est touché par la crise, c'est l'Allemagne. Et la raison pour laquelle l'Allemagne est la première touchée, c'est que la reconstruction allemande n'a pu être faite en Allemagne que par le financement de capitaux américains qui se sont immédiatement retirés au premier moment de la crise de 1929, retirant le tapis sous les pieds de l'Allemagne et la faisant basculer. Dès le premier mouvement de retrait, c'est la catastrophe pour l'économie allemande. Le montant des prêts américains est hallucinant. La Reichsbank doit transférer aux États-Unis 14 milliards de dollars en or et en devises. Les épargnants sont ruinés, les banques vides, assiégées. La façon dont fonctionne le système économique mondial a certainement contribué à étendre la crise en Allemagne. Et cela a débouché sur une contraction de l'économie. C'est un des facteurs qui l'a entraîné vers le fond. Ce qui n'était qu'un problème local, une crise limitée aux États-Unis, s'est transformé en dépression sur toute l'Europe, touchant ainsi un continent qui souffrait déjà depuis 10 ans d'une économie très faible. Contrairement aux États-Unis, qui s'étaient considérablement développés pendant les années 20, l'Europe souffrait encore des effets désastreux de la Première Guerre mondiale. Elle commençait tout juste à reconstruire ses industries, son économie agricole et le reste. L'Allemagne avait connu une situation économique désastreuse au cours des années 20. L'horrible inflation de cette décennie avait failli faire disparaître toute une partie de la population de conditions modestes à cette époque. Et tout cela était en grande partie lié aux conséquences des conditions terribles du traité de Versailles. Ces dettes, liées au dédommagement de l'après-guerre et aux emprunts effectués, pesaient sur leur économie. Et finalement, la crise s'est propagée des États-Unis à l'Europe. Les capitaux américains,
l'Allemagne en avait besoin. Parce que pour financer justement les réparations dont une partie ont été payées, eh bien, l'Allemagne s'est endettée. Quand on voit l'accord qui avait été signé, et quand on voit ce que la France a fait subir à l'Allemagne à cette période, et ce que l'Angleterre, soutenue par les États-Unis, a fait, nous avons détruit l'équilibre de l'Allemagne et sa fragile démocratie. Et la France a tout fait pour favoriser l'extrême droite. On est parti de l'idée, puisque l'économie allemande va mal, c'est que c'est bénéficiaire pour la France. Et ça, c'était faux. Il y a eu en fait un processus dans lequel, à mon avis, les Français se sont révélés aveuglés par leur désir de revanche et fait l'erreur colossale. Et évidemment, la crise est arrivée là-dessus. La crise n'a rien arrangé. C'est une république qui recommence à exister, à respirer. Et c'est 1929 qui a cassé cette dynamique, qui a immédiatement, sur un corps fragilisé par les crises antérieures, rouvert la plaie. Alors pour moi, il n'y a pas de doute possible que c'est la crise de 1929 qui a provoqué cette montée aux extrêmes. Et la crise est venue frapper un corps malade, fatigué, qui n'a trouvé d'issue que dans le nazisme. En Allemagne, la production industrielle s'effondre. Les faillites se multiplient. Le nombre de chômeurs dépasse les 6 millions, alimentant la désillusion et la colère de la population. Des marches de la faim ont lieu dans plusieurs villes. Et on voit à nouveau des soupes populaires. Nous habitions dans la Mendelssohnstraße et je me souviens de ma grand-mère distribuant une sorte de soupe à l'entrée et je demandais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour les chômeurs. C'est la première fois que j'ai entendu le mot chômeur. Il y a un parallélisme tout à fait étonnant entre l'Allemagne et les États-Unis tout au long de cette période. Dans les deux cas, le taux de chômage va monter à 25% et on va voir exactement le même effondrement à la fois des prix, de la production qu'aux États-Unis. Les pays européens vont absorber la crise d'une manière qui va être plus ou moins tragique, mais qui ne sera jamais aussi spectaculaire que ce qu'on observera aussi bien en Allemagne qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, les ondes de choc de l'effondrement de la bourse ne se sont pas encore apaisées que commencent à se faire ressentir les effets du terrible et irréversible engrenage de la récession. La production industrielle a baissé de moitié. Des milliers de familles ne peuvent plus compter que sur la soupe populaire pour se nourrir. L'économie ne s'était pas améliorée et en juin, il n'y avait toujours pas le moindre signe de progrès. Le printemps est généralement la saison propice au rebondissement de l'économie, mais rien n'avait bougé. Puis le marché a chuté à nouveau jusqu'en octobre. Et à partir d'octobre 1930, le pays a sombré dans la dépression. Les plus solides bastions de l'Amérique se sont écroulés depuis le krach de Wall Street. La rupture avec la période de forte croissance des années précédentes n'en est que plus brutale. Un travailleur sur 5 est au chômage. La population semble anesthésiée. À New York, où chaque mois 17 000 familles sont mises à la rue, des centaines de milliers de sans-travail, parmi lesquels de nombreux cols blancs, tentent de survivre misérablement, piétinant dans le froid durant des heures pour recevoir un bol de soupe et un morceau de pain. L'État n'avait aucun filet de protection, aucun programme d'aide sociale. Il n'y avait pas d'assurance chômage. Les gens qui se retrouvaient sans emploi étaient jetés à la rue et ne pouvaient se tourner que vers des œuvres de charité privées. Et ces organisations étaient débordées. Mon premier souvenir de la crise, c'est moi, regardant ma mère faire la queue pour obtenir un peu de nourriture. Elle avait honte d'être pauvre, honte d'avoir à demander de l'aide. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'était si douloureux de la voir dans cette file, attendant de recevoir de quoi nous nourrir. Quand la crise s'est aggravée, nous avons quitté notre appartement misérable pour un taudis. Une autre chose dont je me souviens toujours dans ma propre famille, c'est mon père. Il était garçon de café, mais quand la crise est arrivée, il y avait moins de travail et donc mon père a dû faire beaucoup d'autres choses. À son grand désespoir, il est devenu vendeur de cravates. Je me souviens que j'avais honte quand j'allais à l'école
et que je le croisais vendant des cravates dans les rues. Aujourd'hui encore, j'ai tellement honte d'avoir eu une telle réaction. Il a également été laveur de carreaux, mais il a dû arrêter car il s'est blessé en tombant. Je revois aussi mon père balayant les rues, faisant ce genre de travail. Et c'est ça qui était un des aspects terribles de la tragédie qu'a été cette dépression. C'était gravé sur le visage des gens. Ils se levaient tôt pour chercher du travail, mais ils savaient qu'ils ne trouveraient rien. Et ils passaient leur journée assis sur un banc. Ils se sentaient inutiles. On pouvait difficilement échapper à cette dure réalité. Vous pouviez aller n'importe où, la dépression était visible partout. Impossible de faire un pas sans voir ces usines arrêtées, ces magasins fermés, les gens jetés à la rue. Au début de la crise, beaucoup d'hommes continuaient à s'habiller comme s'ils se rendaient à leur travail. Ils ne voulaient rien dire à leur famille. Ils avaient trop honte de leur avouer qu'ils n'avaient plus d'emploi. Et ils passaient leur journée dans la rue en tenue de travail, juste pour ne pas être chez eux, pour être ailleurs. Brisés par la crise, prêts à tout pour gagner de quoi survivre, de plus en plus de gens participent aux nombreux marathons de la danse, véritable jeu du cirque des années 30. La règle de ces épreuves est simple. Il faut danser le plus longtemps possible, parfois pendant plusieurs jours, avec l'espoir de gagner les $500 attribués au dernier couple à rester debout. Au grand plaisir des spectateurs qui s'y rendent pour oublier leur propre misère. Les organisateurs ont tout prévu, des médecins, des lits et du ravitaillement. Les perdants, eux, auront au moins la possibilité de se nourrir. C'est une des choses dont je me souviens. Et bien sûr, je revois aussi ces familles qui étaient expulsées de leur logement. Aussi bas que soit le montant du loyer, ils n'avaient plus de quoi payer. Et la police arrivait, saisissait leurs meubles et les mettait sur le trottoir. Je me souviens, j'étais encore un petit garçon et je voyais tous ces meubles jetés dans la rue. Je regardais la mère en larmes, désespérée. Les familles ne perdaient pas seulement leur maison, c'était également une humiliation pour elles de voir toutes leurs affaires étalées aux yeux de tous, montrant à tout le monde qu'elles ne pouvaient plus payer leur loyer. Une ou deux fois, j'ai assisté à des scènes où les gens se révoltaient et remettaient les meubles à l'intérieur, s'opposant à la police. Ça arrivait assez souvent. Quand les gens perdaient leur maison, ils devaient bien aller quelque part. Ils se retrouvaient le plus souvent dans des baraques de fortune, faites de carton et de matériaux de récupération. Ils dormaient dans les grottes de Central Park. Il y avait des bidonvilles un peu partout en Amérique, habités par les sans-abri. On leur avait donné le nom de Hooverville, pour se moquer du président Hoover. Il y avait de nombreux Hooverville dans Central Park à New York. Pendant des années, ces bidonvilles ont été la honte de notre société. Once I lived the life of a millionaire. Spending my money, Lord, I didn't care. I carried my friends out
for a mighty good time. Fine bootleg liquor, champagne and wine. Then I begun to fall so low. Didn't have no money and no place to go. If I get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grins, because nobody knows you. When you're down and out, in your pockets not one penny, and your friends you have not any. But when you get on your feet again, everybody wants to be your long-lost friend. It's mighty strange, without a doubt. No man can use you when you're down. Dans un instant, suite de la grande enquête de William Carell sur la crise de 1929. Dernier chapitre, la Grande Dépression.